Monsieur Sénèque, je ne le connaissais pas, il est 2 fois agrégé, si je peux dire. Il est agrégé d'histoire et géographie et agrégé de géographie, je ne me suis pas trompé. C'est bien cela. Il faudrait vous expliquer, si vous voulez, l'agrégation, on peut l'avoir de différentes façons, de 3 façons. Ça peut être une décision du recteur. C'est pas très bien vu dans la corporation. Deuxième forme pour avoir l'agrégation, c'est l'agrégation interne d'histoire et de géographie. C'est-à-dire que ce sont des enseignants qui, tout en travaillant, préparent un concours, le concours de l'agrégation d'histoire et géographie. Monsieur Sénèque l'a passé, il l'a eu, toutes mes félicitations. Et ensuite, un 3e concours, alors le plus difficile de loin, qui est un concours externe, spécialisé, soit en histoire, soit en géographie. Et M. Sénèque a passé donc celui de géographie, donc il est agrégé de géographie. Il est professeur au lycée Saint-Cricq de Pau, voilà, chargé de cours aussi, de différents cours à ce qu'on appelait l'UFM autrefois. Je vous laisse. Donc je suis vraiment très honoré de prendre la suite de M. Cazenave-Piarot, dans cette université du temps libre. J'espère que je saurai répondre non seulement à ses attentes, mais aussi aux vôtres. Alors j'espère que tout le monde a eu un dossier documentaire. Vu que je venais dans les Hautes-Pyrénées, j'ai fait 60 photocopies. Je ne sais pas si je suis tombé juste. Alors, bon, je ne vais pas m'étendre sur ma biographie, des petites bribes sortiront peut-être au fur et à mesure. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir à la fin de la séance. Donc, je vais inaugurer une première conférence. J'en assurerai 5 cette année. En tout cas, ce début d'année 2024. La première, donc, l'environnement dans les Pyrénées. Alors, vous avez vu, j'ai un peu modifié le titre. J'ai ciblé un petit peu entre protection et valorisation. La prochaine, donc dans 2 semaines, concernera le tourisme, toujours dans les Pyrénées. Ensuite, 2 conférences de géographie régionale concerneront, alors là aussi les Pyrénées, mais l'Andorre, puis la vallée d'Aspe. Et enfin, une conférence de géographie plus générale au mois de mars, toujours sur les montagnes, mais au niveau mondial, montagnes et frontières dans le monde. Alors j'ai convenu de ce programme avec M. Cazenave-Piarot. Évidemment, le but, c'est de ne pas être trop redondant par rapport à ce qu'il a déjà fait. Bon, c'est une gageure, je suppose, puisque je prends la suite d'une bonne 12aine d'années de conférences. Alors, je m'excuse par avance si je fais beaucoup de répétitions par rapport à des choses que vous avez déjà entendues. Et étant donné mon âge, de toute façon, je suis sûr que vous savez déjà beaucoup plus de choses que moi. Alors, pourquoi avec M. Cazenave-Piarot l'environnement pour la première conférence? Alors déjà parce que c'est une approche assez généraliste, bon, en matière d'introduction, pour que vous connaissiez un peu plus mon angle d'attaque de la géographie, on va dire. Et j'ai moi-même suivi un cursus avec une connotation environnement. J'avais passé une licence et une maîtrise à l'université de Pau, donc ça fait déjà 20 ans, qui étaient les premières séries de ces diplômes avec la mention environnement, signe du tournant environnementaliste pris par de nombreuses études universitaires. Et depuis 20 ans, vous n'êtes pas sans savoir que ce tournant environnementaliste a vraiment été confirmé et a concerné de nombreuses autres disciplines. Alors j'entre dans le vif du sujet de la conférence, qui s'intitule donc l'environnement dans les Pyrénées, entre protection et valorisation. Vous avez le titre exact sur votre dossier documentaire. Donc ce dossier contient le plan en première page de la conférence qui sera suivie. Ça vous évitera d'avoir à noter en catastrophe les titres de mes parties. Il y a quelques documents que nous aborderons ensemble et une bibliographie, cytographie à la fin. Bon, tout n'y est pas, mais quelques références essentielles. Alors, j'ai choisi une citation d'accroche assez bateau, celle de la phrase de Jacques Chirac,
qu'il avait prononcée justement il y a une vingtaine d'années, qui a été souvent commentée, et plutôt que de citer la phrase en elle-même, je cite un géographe qui est très investi dans cette réflexion sur l'environnement dans la discipline, Laurent Simon, qui nous fait dire que cette réflexion est désormais bien inexacte, puisque on ne regarde plus ailleurs quand même, on essaye par bien des aspects même de faire tout ce qu'on peut concernant l'environnement, mais c'est facile de dire que rien n'est fait, même si c'est le sentiment de beaucoup de gens. Alors, au juste, qu'est-ce que l'environnement ? Il faut commencer par ça dans l'introduction. Alors c'est aussi ce qu'on m'a appris pour préparer l'agrégation, de définir les notions et les concepts. Il ne faut pas que je me prenne les pieds dans l'ensemble des fils, pardon. L'environnement, c'est un peu tout et n'importe quoi pour beaucoup de gens. Si on se fie à l'étymologie, ce qui nous environne, bon, c'est un peu tout sauf le sujet lui-même. Alors les géographes ont une approche un peu plus restrictive. L'environnement a été longtemps synonyme de milieu. Pierre Georges, un monument de la géographie française qui avait commis un dictionnaire dans les années 70 et un que sais-je sur l'environnement, l'avait défini ainsi: c'est à la fois un milieu et un système de relations. Alors, beaucoup de géographes ont retenu le début de la définition et l'ont employé très souvent en synonyme de milieu. Moi, je vais surtout insister, à la suite d'Yvette Verret, géographe toujours en activité, qui est elle aussi une spécialiste de l'environnement. L'environnement, c'est l'ensemble des relations d'interdépendance entre hommes, société et composantes physiques de la nature. Donc des relations, nous allons insister sur cette définition de relation dans une approche un peu de système. L'homme est au milieu d'un ensemble d'éléments qui sont en interaction permanente avec lui. Il agit et il reçoit des rétroactions sur tout ce qui l'entoure, non seulement les autres humains, mais aussi la nature. Alors, j'ai vu dans les précédentes conférences de mon prédécesseur qu'il employait le mot nature. Sachez que ce terme de nature fait vraiment énormément débat dans la réflexion, à la fois en géographie, dans les sciences humaines aujourd'hui, notamment à la suite de grands penseurs, dont un des principaux qui est mort il y a 2 années. Alors, je vais écrire son nom sur le tableau, comme ça j'aurai bonne coordination des fils. Vous en avez peut-être entendu parler, Bruno Latour. Bruno Latour nous a incité à délaisser un petit peu ce terme de nature et à privilégier un terme un peu barbare au niveau du français, le non-humain. Pour lui, la nature devrait plutôt se substituer à ce qu'il désigne par non-humain. Parce que pour lui, et pour beaucoup d'autres, l'être humain, finalement, est dans la nature. Il fait partie de la nature. Nous sommes, en quelque sorte, une partie de la nature. Alors bon, j'ai laissé la définition telle quelle. C'est vrai qu'après, prendre l'habitude systématiquement d'utiliser non-humain, il y a encore une étape que je n'ai pas franchie moi-même. Mais sachez que ces débats traversent vraiment de façon assez intense toutes les disciplines, y compris la géographie. Géographie donc qui a pris un tournant environnementaliste il y a une vingtaine d'années, alors que pendant une bonne vingtaine d'années, l'environnement était plutôt délaissé dans la géographie française. Et d'autant plus que beaucoup de scientifiques privilégient une approche assez catastrophiste, peu mobilisatrice. Alors, je vais essayer de m'en affranchir évidemment, en essayant de défendre une sorte d'optimisme mesuré. Mais voilà, mesuré dans le sens où il faut être réaliste et donc alors je ne suis ni militant ni engagé en politique. Alors j'espère que l'environnement est un sujet vraiment très polémique et on le voit de toute façon avec les agriculteurs récemment.
Le but évidemment est de ne pas ramener un conflit à l'intérieur de cet amphithéâtre, mais de poser les termes des débats qui traversent non seulement la géographie, mais aussi l'environnement des Pyrénées, bien sûr. Alors, l'environnement des Pyrénées connaît, comme tous les autres environnements finalement, une crise indéniable, et ce contexte de crise va nous occuper pendant toute cette conférence. Je vous propose la problématique, je crois que oui, je l'ai mise sur le début du plan de la conférence, donc je ne l'ai pas mise sur mon diapo, hein. Donc je vous la relis, vous pouvez la lire avec moi. Dans quelle mesure ces relations d'interdépendance qu'on a saisies comme définition de l'environnement entre l'homme, les sociétés et les composantes physiques de la nature sont-elles aujourd'hui affectées dans notre espace pyrénéen par cette crise environnementale planétaire. Donc désolé, j'ai fait 3 parties, hein. Ça fait partie du package de l'agrégation. Je vais questionner le degré de préservation des Pyrénées dans la première partie. Non seulement questionner son degré de préservation, mais aussi les représentations que les gens qui habitent ces montagnes, habiter au sens d'y vivre, mais aussi de les fréquenter, hein, pas forcément en y vivant. Quelles sont leurs représentations, parfois contradictoires. Et dans une deuxième partie, nous verrons comment les Pyrénées font face, hein, à cette crise environnementale que les scientifiques commencent à nommer, hein, comme étant une nouvelle ère géologique, hein, l'Anthropocène, donc crise des conditions naturelles mais aussi humaines. Et nous finirons par la valorisation comme défi pour l'environnement pyrénéen d'aujourd'hui, avec des perspectives que j'examinerai à la fin de cette conférence. Donc pour commencer, première partie, on l'entend souvent, les Pyrénées sont préservées, elles sont un écrin où des neiges éternelles coiffent des sommets sauvages. J'ai mis donc un point d'interrogation pour cette première partie pour discuter le degré de préservation de cet environnement. Alors, la géographie, je ne sais pas dans quelle mesure mon prédécesseur vous en a parlé, s'empare beaucoup de réflexions de sociologues, hein, et la question des représentations sociales vient des sociologues, ou aussi en partie des historiens, et les représentations ont été évidemment au centre d'études de certains géographes. Alors, on manque un peu d'études, hein, concernant les Pyrénées en général, concernant les représentations sur les Pyrénées. On a certaines études sur les représentations des montagnes en général, beaucoup sur les Alpes, mais sur les Pyrénées, on est un peu en peine, hein, de trouver des thèses ou des travaux vraiment spécifiques sur les représentations de l'environnement pyrénéen. Ou alors c'est sur des détails précis, j'en citerai notamment un sur les randonneurs. Alors, pour le grand public, les Pyrénées, c'est souvent la frontière sauvage, et sans être un élément du grand public, M. Dindalech, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, éminent écologue, qui a longtemps travaillé à l'université de Pau, Claude Dindalech sacrifie un petit peu à ce mythe de la frontière sauvage avec le titre de son ouvrage. Alors je suppose qu'il a attendu que tous les randonneurs qui se rendaient au refuge des Oulettes de Gaume passent afin qu'ils puissent se faire une belle photographie de ces Pyrénées frontalières et sauvages, pour nous montrer la face nord du Vignemale. Mais quand on analyse... Alors M. Dindalech est un scientifique spécialiste plutôt de sciences, on va dire, exactes, plutôt que de sciences humaines. Il s'intéresse davantage à l'écosystème, lui, qui n'est pas l'environnement des géographes, hein. Il s'intéresse beaucoup plus donc à la biologie, aux êtres vivants, avec des mesures quantifiées par des méthodes de sciences qu'on appelle souvent les sciences exactes. Et c'est là que quand on lit la présentation de son livre, au niveau du vocabulaire, alors, sociologique, politique, et évidemment celui qui est mobilisé aujourd'hui par les géographes,
bon, il y a matière à discussion dans la façon dont il présente les Pyrénées. Une frontière naturelle, hein, pour les géographes, une frontière, c'est d'abord politique. C'est un acte politique qui trace une ligne, peut-être sur des cartes, mais aussi en partie sur le terrain. Et il fait quand même une nuance, hein, assez vite, en parlant de la modification due à l'action de l'homme. Parce qu'évidemment, il en est bien conscient. Il sait très bien ce qu'il fait et ce qu'il écrit. Alors, je ne vais pas trop être critique envers cet éminent scientifique, mais il sacrifie à quelque chose peut-être dans la perspective d'avoir un titre un petit peu vendeur aussi, avec de belles images. C'est sûr que les Pyrénées ont toujours un côté bon, qu'on peut mettre à profit. Alors, pour le grand public, les Pyrénées, c'est bien sûr une faune emblématique, c'est des montagnes forcément belles, c'est une nature largement sauvage. Alors, pour les références concernant les représentations des Pyrénées, il y a un ouvrage récent que j'ai mis en bibliographie, que M. Soulet a dirigé, et dans lequel mon prédécesseur, M. Cazenave-Piarot, a écrit un chapitre. Vous voyez, je commence bien, je cite mon prédécesseur. Et le dernier chapitre a été écrit par M. Fonvieille, Vincent de son prénom, très investi lui aussi dans les questions environnementales pyrénéennes. M. Fonvieille analyse les représentations concernant les Pyrénées en distinguant justement deux façons de voir les choses. Pour lui, il y a la représentation extérieure, hein, des visiteurs éloignés, de l'observateur éloigné, qui voit justement ces Pyrénées comme une frontière sauvage. Il y a un côté un petit peu presque exotique. C'est en plus la frontière sud avec l'Espagne, donc pour la plupart des Français, ces Pyrénées sont synonymes d'un certain exotisme. Par contre, pour le Pyrénéen, qui vit alors plutôt dans une vallée que dans les montagnes, hein, le lieu de vie c'est d'abord la vallée, en général on va dire, dans l'immense majorité, pour le Pyrénéen, ces montagnes sont d'abord un lieu de vie. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir trouver, en réponse à ce slogan de frontière sauvage, qui avait été utilisé d'ailleurs dans les années 80 dans des campagnes commerciales, hein, des Pyrénéens qui vont clamer haut et fort que les Pyrénées ne sont pas cette représentation de frontières sauvages. On a ici donc des opposants à la réintroduction de l'ours, qui ont si souvent fait entendre leur voix dans différentes régions ou préfectures. Et pour eux, évidemment, les Pyrénées, c'est une montagne vivante, habitée, c'est une montagne avec, évidemment, des animaux un peu moins sauvages et peut-être plus faciles à maîtriser, quoique, pour certains, et évidemment avec des villages où on a des cœurs de vallée qui battent, bien sûr, le rythme d'une vie encore active. Donc il y a vraiment antagonisme entre deux représentations conflictuelles. Alors si on schématise, il y a vraiment une opposition assez contradictoire, mais bien sûr il y a beaucoup de nuances. Chacun peut avoir toute une palette de nuances dans ses représentations de ces Pyrénées. Monsieur Fonvieille, il y a une nuance lui-même, puisque il dit bien que cet aspect sauvage repose sur des éléments quand même objectifs. On est quand même dans une chaîne de montagnes, avec tout un ensemble de contraintes, mais aussi d'aménités. On est dans des montagnes françaises qui quand même abritent, c'est M. Cazenave-Piarot qui le dit dans son chapitre, plus de 400 espèces protégées. On est, comme je vous l'ai montré sur la planche précédente, dans une montagne où on a des espèces qu'on ne trouve pas ailleurs, bien sûr. Il y a aussi ce fameux pastoralisme qui contribue à cet exotisme de la montagne pyrénéenne. Et la frontière, elle est bien là, qu'elle soit politique ou naturelle. Ça n'est pas une invention de l'observateur éloigné non plus. Alors, juste une petite remarque. Pour les Espagnols,
la représentation doit être assez différente quand même. Le côté sauvage doit peut-être un peu moins ressortir, mais alors je vais déjà vous décevoir, hein, je ne parle pas espagnol, donc je serais bien en peine de citer des auteurs dans cette langue, et j'essaierai, bon après, quand même de citer des exemples localisés, hein, le plus possible, du versant sud et aussi de l'Andorre quand c'est possible, pour essayer d'aborder l'ensemble de l'espace pyrénéen. Donc les représentations très opposées selon qu'on est plus ou moins dans les Pyrénées ou à l'extérieur. Représentations, hein, qui ont beaucoup évolué, qui continuent d'évoluer. J'ai pas trouvé donc de sondage récent sur les représentations des Pyrénées. J'en ai retrouvé un commandité par le ministère de la Transition écologique concernant les montagnes. Hein, c'est une enquête réalisée en 2020 en métropole, à La Réunion et dans les Antilles. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les représentations de la métropole. Et concernant les montagnes, donc c'est la 5e série de colonnes, on voit que 64% des Français répondent qu'ils considèrent la montagne comme plutôt dégradée. Alors certes, ça inclut les Alpes, les Vosges, le Massif central, etc., le Jura, la montagne corse peut-être, mais ça dénote bien une perception que cette frontière sauvage n'est pas si immuable et ce côté sauvage connaît des évolutions puisqu'évidemment, bon, les médias relayent pas mal quand même des découvertes des scientifiques. Alors, qu'en pensent-ils ces scientifiques? Deuxième sous-partie, hein, pour eux c'est indéniable. Il n'y a pas de montagne à proprement parler de naturelle et sauvage pour les Pyrénées. Hein. Les Pyrénées sont une nature artefact, j'emprunte l'expression à Jean-Paul Métayer. Je ne sais pas si M. Cazenave-Pierrot vous avez parlé de cet éminent chercheur donc, de Toulouse, qui travaille du coup, alors, qui a longtemps dirigé le laboratoire Géode, géographie de l'environnement justement. J'ai plusieurs fois cité leurs travaux. Géode, donc un laboratoire du CNRS à Toulouse qui a énormément produit de travaux, hein, sur l'environnement des Pyrénées. Et Jean-Paul Métayer donc parle de nature artefact pour les scientifiques. Une de ces dernières recherches concerne les charbonnières dans la Haute-Ariège. Et ils ont trouvé, donc avec les photos aériennes notamment, une façon de repérer les anciens sites de ces charbonnières dont certaines remontent, hein, à plusieurs siècles, hein, à l'époque moderne, 16e, 17e siècle, voire même avant pour les plus anciennes. Alors tout ça pour faire l'histoire de l'environnement, hein, et démontrer que de très nombreux pâturages étaient autrefois couverts de forêts et ont été littéralement entièrement défrichés. Ils ont cerclé donc ici sur cette photographie, ça n'est pas exhaustif, hein, mais la plupart des sites d'anciennes charbonnières donc destinés à la production de charbon de bois qu'ils ont repérés, hein, sur le terrain ça donne des petits espaces un peu plats dans ces versants assez pentus, où le bétail aime bien se poser pour se dorer au soleil, puisqu'on est sur des versants assez bien exposés. Et on dit souvent que la forêt progresse à nouveau. Bon, on oublie parfois que des versants entiers étaient couverts de forêt il y a plusieurs siècles. Et donc, tout ça pour dire que la limite entre la forêt et les pâturages, et notamment les estives, hein, a été savamment au cours non seulement des siècles mais des millénaires par les activités humaines. Donc les Pyrénées sont le résultat de millénaires vraiment d'exploitation, hein. Les travaux de Géode sont formels, hein. On remonte à 6-7 000 ans d'implantation pastorale et non seulement le défrichement a été actif assez tôt, mais il y a un élément qui a été très utilisé dans les Pyrénées, ce qui nous fait toucher à leur étymologie même, c'est le feu.
j'ai vu dans la liste que M. Cazenave-Pierrot avait fait une conférence sur l'écobuage. Donc ce sera peut-être l'occasion de quelques rappels pour certains. Alors j'ai moi-même fait ma maîtrise de géographie sur le feu pastoral, hein, autrement appelé écobuage, m'inspirant d'ailleurs beaucoup des travaux de M. Jean-Paul Métayer, hein, qui a lui-même écrit un ouvrage qui faisait référence il y a une vingtaine d'années sur l'écobuage. D'ailleurs, peut-être qu'aujourd'hui, les fumerolles qui s'échappent des Pyrénées, soit vous ont incommodé si vous y habitez, soit ne vous ont pas échappé si vous les avez observés. Hein. Alors normalement, c'est plutôt le mois de février-mars. Là, vu évidemment qu'il fait très beau, très chaud, c'était idéal pour aller allumer quelques flamèches. Vous avez ici un versant de la vallée d'Ossau. Je ne sais pas si vous connaissez le hameau de Listaud, au-dessus du village de Louvis-Soubiron. Donc on n'est pas très loin de la Reims, hein, la Reims qui serait sur la gauche de la photo là, donc vers l'ouest. Vous avez donc Listaud qui est au centre avec les prairies vertes qu'on identifie bien au centre de la photographie. Un versant entièrement brûlé, hein, qui est brûlé pas chaque année mais presque, hein, quasiment systématiquement. Et depuis combien de temps est-il brûlé? C'est impossible de répondre à ces questions, mais de temps immémoriels en fait. Et Jean-Paul Métayer nous apprend que c'est comme ça dans la plupart des vallées pyrénéennes. Le feu a vraiment travaillé les Pyrénées. Et donc quand je vous disais qu'on touchait à l'étymologie du massif, hein, vous savez que Pyros c'est le feu, les Grecs auraient nommé, alors c'est une hypothèse, hein, on n'a pas de certitude, hein, les spécialistes de linguistique, de mythologie, d'étymologie s'écharpent encore. Hein, il y a un certain mystère dans l'origine du mot Pyrénées, mais une des principales hypothèses, hein, avec l'écrivain Diodore, il nous a laissé les traces donc de référence à des monts brûlés, hein, que les bergers auraient incendiés alors qu'ils étaient jadis, ces monts étaient jadis couverts de forêts. Brûlés donc afin de permettre le pâturage de leur bétail. Et Diodore ajoute d'ailleurs, Diodore de Sicile ajoute que, à la suite de ces incendies, de l'argent a ruisselé, d'où l'explication des mines. Hein, on touche à un autre aspect qui a beaucoup marqué le paysage pyrénéen, l'exploitation minière, hein, et elle remonte aussi à l'Antiquité. Donc la gestion des forêts, la gestion des pâturages, la gestion des sous-sols, tout ça a vraiment donné des relations homme-nature très spécifiques et contribué à définir un environnement extrêmement original. Voilà un aperçu de ce qu'auraient peut-être vu les marins grecs depuis leurs navires, hein, s'ils observaient le massif des Albères. Alors là, c'est pas les Albères, c'est en vallée d'Aspe. C'est une photographie que j'avais personnellement réalisée. J'en étais assez content le jour où j'avais... C'était l'époque où on imprimait encore on portait encore les pellicules aux photographes. J'ai connu ça moi aussi. Et au moment où on m'avait développé mes photos, hein, j'avais été assez ému de trouver ce cliché qui a été tenté un petit peu au hasard avec une pose B sur un appareil posé sur un cairn, puisque je n'avais pas de trépied. Près donc du Layens qui domine la vallée d'Aspe. Donc là vous reconnaissez peut-être au fond le pic de l'Ourlaine, le rocher d'Aran, et donc ça c'est le versant du pic de Esch-Lestrez. Donc on est dans le nord de la vallée d'Aspe, hein, c'est les hauteurs de Sarens, à l'est de Sarens, tout ça. Donc normalement tout cela est illégal, hein, puisqu'un feu doit en théorie être éteint à la tombée du jour si on lit les prescriptions des arrêtés préfectoraux et des règlements du brûlage dirigé, comme l'administration appelle l'écobuage. Alors sur l'aspect minier, hein, que j'avais évoqué avec Diodore de Sicile, hein, on a des mines qui vont parfois extrêmement haut. Vous connaissez peut-être la Mangeuse d'Homme en Ariège, au-dessus d'Ailly et du Couseran. Donc, j'ai eu l'occasion de découvrir ça il y a quelques années. Donc, des mineurs qui sont allés, il y a une centaine d'années, donc dans les années 1900, exploiter du plomb, du fer essentiellement,
dans des conditions épouvantables, hein, puisqu'on est à quasiment 2500 mètres. Les mines les plus hautes vont jusqu'à 2700 mètres, juste sous le sommet du mail de Bullard. Alors c'est aujourd'hui un peu difficile d'accès, il y a déjà 1000 mètres de dénivelé pour arriver à cette mine, hein, et puis les mines les plus hautes vont rajouter encore 300-400 mètres. Mais il y a tout un tas de rails, de wagons, de grottes qui restent. Alors ce ne sont pas des grottes, ce sont des mines creusées par les hommes. Et tout ça marque le paysage pyrénéen que d'aucuns voient comme sauvage et préservé. Alors petit clin d'œil, puisque cette mine du mail de Bullard est surnommée le Machu Picchu ariégeois. Je ne sais pas si vous aviez entendu ça. Alors, je trouve que ça saute pas aux yeux quand on se présente sur le site. J'ai essayé de chercher une photographie où il y avait un angle où on retrouve un petit peu. Mais bon, il y a une question d'échelle quand même. Hein. Le Machu Picchu ariégeois est un petit peu léger, on va dire, en comparaison avec le bien nommé Andin. Mais il y a quelque chose, effectivement, là-dedans. Donc jusqu'au plus haut sommet, hein, je ne vous ai pas fait l'humiliation de vous mettre une photographie du pic du Midi de Bigorre. Vous avez forcément cela en tête. Jusqu'au plus haut sommet, l'homme a laissé son empreinte désormais, et à tel point que on sait très bien que s'il y avait de l'argent à se faire, on pourrait très bien implanter un téléphérique en haut du pic d'Aneto. S'il y avait une logique commerciale jusqu'au bout, on serait tout à fait capable de le faire. Hein. Rappelez-vous que des chercheurs soviétiques avaient envisagé d'éradiquer des montagnes avec des bombes atomiques pour détourner les fleuves qui s'écoulaient vers l'océan Arctique et les ramener vers les steppes d'Asie centrale. Bon, heureusement, on n'est pas allé jusqu'à ces extrémités pour nos Pyrénées, et elles ont su conserver un équilibre qui leur permet d'avoir accès à cette image de nature sauvage. Alors oui, bon, je vais passer, mais j'avais mis ça parce que beaucoup de gens s'extasient devant les lacs des Pyrénées en oubliant que beaucoup sont artificiels. Là aussi, en Ariège, on a des barrages avec beaucoup d'installations, beaucoup de ruines rouillées, de téléphériques rouillés, de câbles, de wagonnets qui restent pour la construction de tous ces éléments. Alors, et évidemment, les Pyrénées, c'est aussi ça. Aujourd'hui, un véritable Hong Kong pyrénéen. Je ne sais pas si vous avez été récemment en Andorre, mais on se demande parfois jusqu'où ils vont aller dans la construction, on va dire. Alors, une perception variable selon les personnes interrogées, un constat des scientifiques comme quoi on est face à une nature très anthropisée, mais quel niveau de protection de l'environnement dans les Pyrénées? Est-ce que nos Pyrénées sont bien protégées par des dispositifs dignes de notre charte de l'environnement? Donc c'est l'occasion d'aborder notre premier document. Je me rappelle que depuis 20 ans maintenant, puisque c'était en 2004 qu'elle a été proclamée et promulguée en 2005, vous avez la date précise de la loi constitutionnelle, cette charte est un ajout à notre constitution. Elle est un des documents officiels qui doit orienter et le terme c'est inspirer l'action européenne et internationale de la France dans l'article 10. On reprend certaines des formules de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous voyez, ça commence par « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmés et complétés par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. » Voici donc cette charte. Le peuple français considérant que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité. Donc il y a tout un tas de considérations que je vous épargne. Regardez l'article 1. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Donc cette charte entérine dans la Constitution de la France un droit à un environnement équilibré.
Alors, article 2, énonciation de devoir. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Alors, notez bien qu'ils utilisent le terme de préservation. On va discuter avec les géographes ce terme de préservation. On doit prévenir dans l'article 3 les atteintes qu'on est susceptible de porter à l'environnement, ou à défaut d'en limiter les conséquences. On doit contribuer à la réparation des dommages que l'on cause, donc c'est le principe, une ouverture vers le principe du pollueur-payeur, en quelque sorte. Article 5, c'est le principe de précaution. Et article 6, les politiques publiques promeuvent un développement durable. Donc, terme qui nous vient des conférences internationales patronnées par l'ONU dans les années 90. Alors, les spécialistes de l'Espagne auront peut-être déjà appris que l'Espagne avait presque 25 ans avant un peu plus de 25 ans avant la France, inséré dans sa constitution une référence à la protection de l'environnement. Et alors, le terme de développement durable n'était pas utilisé, mais c'est en 1978 que les Espagnols ont inséré l'environnement comme un droit pour leurs citoyens. Donc l'article 7, un droit à l'information relative à l'environnement, d'où l'existence de ministères successifs ou de secrétariats d'État. Article 8, ça concerne le professeur que je suis, éducation et formation à l'environnement. Ça fait une bonne vingtaine d'années, effectivement, que l'on est appelé à être des sortes de promoteurs de cet environnement. Certains diraient presque prophètes, même. Et article 9, appel aux chercheurs à l'innovation, donc d'où des laboratoires comme Géode, qui n'avaient peut-être pas attendu la charte de l'environnement pour commencer à travailler dans ce domaine. Et l'article 10, donc, l'engagement politique, l'envoi en mission des Français en général qui doivent être inspirés par cette présente charte. Alors, fort de ces préceptes, l'État a à cœur de continuer, quand c'est déjà commencé, ou d'inaugurer des politiques de protection de l'environnement. Alors j'emploie pour l'instant le terme de protection, puisque à la suite de Samuel Depraz, spécialiste de la question en géographie, donc Depraz, évidemment avec une terminaison pareille, vous doutez bien qu'il est spécialiste des Alpes, avec son collègue monsieur Lionel Laslas aussi. Les deux sont spécialistes des aires protégées, des parcs nationaux du monde entier, et des montagnes aussi, en particulier des Alpes. Et donc, ils ont, notamment Samuel Depraz, publié un livre que je mets en bibliographie. Ils ont distingué 4 degrés de protection de l'environnement. Alors, en fonction de la sévérité ou de l'efficacité de la protection, si j'ose dire. Donc, si on est strict, alors si on est strict au niveau du vocabulaire et au niveau de la protection, c'est la préservation qui est l'approche la plus sévère, qui exclut l'homme de tout usage de la nature. Donc vous voyez, c'est le terme qui est utilisé dans la charte de l'environnement, alors que pour les géographes, la préservation, c'est vraiment une solution qu'on pourrait dire de presque extrême, parce qu'elle est extrêmement rare, rarissime même. La préservation en tant qu'exclusion de l'homme de tout usage de la nature, c'est ce qu'on appelle une approche biocentrée, donc on est centré sur ce qu'on peut appeler la nature, alors le non-humain si on paraphrase Bruno Latour, mais la préservation serait en théorie le degré de protection le plus fort. Juste en dessous, il y a la conservation. On a un degré de protection un peu plus faible, puisque là on tolère la présence humaine et on y accepte un usage donc limité de la nature. On appelle ça une approche écocentrée, donc on fait très attention au milieu, on veut les conserver, mais on tolère
une intrusion, on va dire, humaine dans ces espaces conservés. Le plus classique en dessous, ensuite, hein, c'est les approches anthropocentrées, qui sont au nombre de 2. Hein. Donc une gestion régulée, que Samuel de Praz appelle, de façon un peu pompeuse, hein, le ressourcisme, vision de l'environnement comme ressource. Donc là, l'environnement a un niveau de protection encore plus faible. On fait quand même toujours assez attention, mais on fait surtout attention aux activités humaines en fait. Hein. Alors pour les perpétuer, il importe que ces activités humaines ne détruisent pas tout leur environnement. C'est la principale garantie de protection dans des espaces qui seront régulés de cette façon. Et après, évidemment, tout en bas de l'échelle, il y a l'usage non régulé, donc une approche utilitariste. Hein. Donc, c'est possible parfois des labels de protection qui ne servent pas à grand chose. Je me garderai bien de dénoncer qui que ce soit dans les dispositifs existants en France et dans les Pyrénées, mais des géographes disent que ça existe souvent dans le monde en tout cas. Alors, nous avons côté français de nombreux espaces protégés. Nous avons un espace plutôt de conservation bien connu, hein, le Parc national des Pyrénées, est clairement un espace de conservation, puisque l'homme y est autorisé. Vous avez remarqué que vous pouvez encore utiliser les routes qui traversent le Parc national des Pyrénées. Parfois ça produit des choses un peu étonnantes. C'est vrai que si vous allez au cirque d'Année, ou des fois quand il y a pas mal de neige et du soleil, on a l'impression d'être presque dans une station de ski, tellement il y a de gens avec des raquettes aux pieds, des skis de rando sur le dos, et des enfants qui font de la luge juste au bord de la route, et il est difficile de trouver une place. Et pourtant on est dans le parc national. On voit plus trop la différence, si vous voulez, avec la station de Formigal un peu plus loin, de certaines journées, certains samedis après-midi. Après évidemment, si on marche un petit peu, on va vite se retrouver seul, mais on pourrait dire la même chose de la station de Formigal. Si vous en éloignez et que vous n'êtes pas dans un espace protégé, vous aurez aussi des zones complètement désertes. Donc pour l'instant, un seul parc national depuis 1967, vous l'avez déjà étudié avec M. Cazenave-Piarot. Je n'y reviens pas. Nous avons désormais 3 espaces plutôt de gestion régulée. Ce sont les parcs naturels régionaux. Il y a beaucoup moins de contraintes dans ces parcs. Alors, sur cette carte qui est de 2019, il n'y en a que 2, le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises et le parc des Pyrénées catalanes. Donc récemment a été rajouté dans l'Aude, celui des Corbières, Fenouillères, donc au nord-est de cette carte, dans le département de l'Aude. Donc aujourd'hui, 3 parcs naturels régionaux en France. Sachez que, moi je l'ai appris récemment, qu'il y a un autre parc naturel régional qui verra peut-être le jour prochainement au Pays Basque. Alors ça fait 10 ans que les négociations sont lancées pour la création, j'ai une petite diapo dessus là, du parc naturel régional qui s'appellerait donc Montagne Basque. Au niveau cartographique, cela donnerait la zone verte hachurée sur cette carte. Grande partie, quasiment les 2/3 de la fameuse communauté de communes du Pays Basque, qui est une des plus grandes de France, si ce n'est la plus grande d'ailleurs. Toutes les communes classées montagne quasiment, à quelques exceptions près peut-être, vers Asparin. Mais donc un immense parc naturel régional. Alors ça fait 10 ans qu'ils discutent, c'est pas encore gagné, parce qu'il y a vraiment des oppositions assez véhémentes contre l'institution de ce parc. Certains ont assez peur des dispositifs que cela pourrait amener. Alors, les parcs naturels régionaux, ça ne sert pas à rien. C'est souvent pour effectivement apporter. Il y a un côté
touristique et on pourrait presque dire commercial, hein, mais il y a déjà eu un cas notamment de retrait du label parc national, hein, dans celui du parc naturel régional, dans le Marais Poitevin. Le parc naturel régional du Marais Poitevin avait perdu son label en raison d'une trop grande latitude laissée à l'agriculture productiviste. Donc le fait qu'il y ait un exemple qui démontre qu'on puisse perdre ce label montre bien qu'il y a quand même une certaine exigence de protection et une volonté politique de surveiller un petit peu vraiment mérité. Mais c'est vrai que par rapport à un parc national, les contraintes sont bien moindres et tous les randonneurs par exemple le savent, hein, dans un parc naturel régional il est beaucoup plus facile de planter sa tente et d'allumer un feu. Ensuite, autres aires protégées, évidemment il y a des réserves naturelles. Alors sur cette carte on en compte 12, hein. Je ne suis pas sûr qu'elles soient totalement exhaustives. Les réserves naturelles relèvent plutôt de la conservation. Elles sont parfois très anciennes, hein, comme celle du Néouviel, que vous connaissez bien, je suppose. Et on a un degré de protection souvent similaire. Vous la connaissez peut-être aussi, hein, la réserve qui est dans le massif des Alberts. Donc c'est la plus à l'est des Pyrénées, le massif des Alberts. Dans les Pyrénées-Orientales, hein, c'est le dernier petit massif quand on va vers l'est. Et c'est au cours de ma traversée des Pyrénées, j'ai été frappé de passer dans ce type de forêt de hêtres. Vous voyez, on est, si vous voulez, s'il y a une clairière là, si vous vous trouvez dans une clairière de cette forêt, vous voyez la Méditerranée. Alors évidemment, il y a du brouillard ce jour-là, mais on est dans une zone où 1 km, c'est Banyuls, Argelès-sur-Mer, et pourtant, on a l'impression que cette photo est prise au Pays Basque, presque dans la forêt d'Irati, ou dans les zones les plus humides des Pyrénées. Hein. Donc, à mètres d'altitude, vers 900 000 mètres, on a encore dans les Alberts des reliquats de ce que les biologistes appellent officiellement une des dernières forêts primaires, hein, la Massane. Réserve qui est vraiment exceptionnelle alors déjà par le côté surprenant qu'elle dégage pour ses visiteurs, mais aussi hein, elle se vante sur son site hein, d'avoir le record du monde en nombre d'espèces par hectare. Alors toutes espèces confondues, hein, espèces végétales, des insectes, des animaux, etc. Voilà un exemple hein, un peu plus éloigné de la réserve du Néouviel. Donc vous connaissez certainement le parc naturel régional de l'Ariège. Donc, vous voyez, le logo déjà est assez parlant. Hein. Sur le logo, vous avez un berger avec sa brebis. Hein. Ça n'est pas. Alors il y a une montagne derrière, bien sûr, mais on n'a pas mis un ours, quoi. Juste le côté espagnol. Voilà, je cherchais la diapo, pardon. Côté espagnol. Voilà, là il y a les. Il y a aussi, hein, la France, millefeuille territorial, avec tout un enchevêtrement de territoriaux. Hein, on ironise un petit peu quand on sait que Gavarnie a 4 labels de protection. Hein. Gavarnie, c'est classé comme site naturel, il y a déjà 100 ans, puis parc national. C'est zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. C'est classé Natura 2000 et en plus ça appartient au label UNESCO Pyrénées-Montperdu. Donc il y a une superposition de tout un tas de classements. Mais l'Espagne c'est un petit peu la même chose finalement. Hein. Là aussi il y a les labels européens, donc ils ne sont pas sur cette carte. Hein. Il y a le label UNESCO et il y a bien sûr des labels espagnols. Donc les deux principaux, hein, cette carte n'est pas du tout exhaustive. Ce sont les parcs nationaux aussi, donc il y en a 2 en Espagne. Vous connaissez celui du Mont-Perdu, au centre à peu près des Pyrénées, et celui des Encantats, hein, appelé Aigües Tortes, donc, et des étangs de Saint-Maurice. Mon accent catalan serait déplorable, donc je ne risque pas. Et il y a donc, alors, M. Cazenave-Pierrot a compté 7 parcs régionaux dans l'aire des Pyrénées, donc je suppose qu'il fait référence hein, à
J'avais oublié qu'on pouvait utiliser une flèche comme ça, c'est pas mal. Donc dans la forêt d'Irati espagnole, la Sierra de Guara, au niveau des plus hauts massifs, Posets Maladeta, le plus grand dans le Haut-Palars, là le parc naturel donc, de l'Alt Pyrénées. Donc ça c'est dans le Haut-Palars, dont on reparlera tout à l'heure. Région que, lors de ma traversée, j'ai perçue comme assez sauvage. Alors bon, je suis un observateur extérieur, mais en comparaison à d'autres, j'ai été surpris. Et plus vers l'est, donc, la Sierra du Cadi fait l'objet d'une protection. Vous avez une zone volcanique originale, alors j'ai pas mis de photo pour tout, et on termine avec le cap de Creus, autour de Cadaqués, donc qui est lui aussi classé en parc naturel. Alors j'étais surpris du chiffre de 7, bon, on pourrait ajouter celui du Mont-Cenis, voire celui des Bardenas, et bon, il y a au Pays Basque aussi un tout petit parc naturel de forêt de hêtres justement, non loin de la frontière franco-espagnole. Alors, donc les Espagnols ont aussi un grand nombre de dispositifs de protection. Il est impossible de les citer tous, j'ai même pas parlé de la loi montagne, qui elle aussi prévoit des dispositions de protection. Elle s'intitule elle-même Loi relative au développement et à la protection de la montagne. Donc au niveau juridique, on a tout un panel de dispositifs existants. Bon, on est en montagne, on est en France, on est en Europe, donc forcément on a une concentration d'espaces protégés qui n'est pas surprenante par rapport à ce qu'on pourrait observer dans d'autres massifs montagneux comparables, par rapport aux Alpes. Bon, il n'y a pas moins, pas plus de protection dans les Pyrénées en tout cas. Donc c'est une protection, pour résumer cette sous-partie à géométrie variable, assez inégale dans l'espace, mais avec des dispositifs parfois assez stricts, assez sévères, sur des parcs nationaux qui sont assez petits, en raison des négociations assez intenses qu'il a fallu mener pour délimiter ces territoires. Nous allons voir maintenant dans quelle mesure les Pyrénées sont affectées par cette fameuse crise environnementale que certains nomment maintenant, non pas crise environnementale, mais anthropocène. Alors, qu'est-ce que l'anthropocène? Alors oui, vu que c'était un peu lourd, j'ai fait 2 diapos, enfin 3 diapos même, donc je dois changer. Oui, c'est bien celui-là, pardon. Alors, l'anthropocène, Quesaco. Alors, je n'ai pas eu le temps de poser la question à monsieur Cazenave-Piarou. Je ne sais pas s'il vous avait parlé de cette notion d'anthropocène. Il l'a cité, oui. Merci. Alors, elle est due à 2 scientifiques, Paul Crutzen et Eugène Störmer, qui ne sont pas géographes. Paul Crutzen est prix Nobel de chimie, 1995. Et Eugène Störmer est biologiste. Le mot lui-même est vraiment forgé par M. Störmer dans les années 80 et ensuite officialisé par un article qui est resté célèbre en 2000 de Paul Crutzen. Alors l'anthropocène, c'est vraiment au cœur de nombreux débats scientifiques et universitaires aujourd'hui. Cette notion est encore un peu contestée, mais le consensus est de plus en plus large. Elle est de plus en plus employée, de plus en plus reconnue, bon, elle commence à passer vraiment dans les paradigmes que la plupart des scientifiques utilisent. Alors, que désigne-t-on par anthropocène? C'est en fait une nouvelle ère géologique qui ferait suite à l'Holocène. Vous savez que les géologues qui étudient l'histoire de la Terre
ou en tout cas cherchent à la retracer, ont défini tout un tas d'ères géologiques. Hein. La dernière que nous étions en train de vivre, hein, ça aurait été l'Holocène. Et pour beaucoup de scientifiques désormais, on serait passé donc dans l'Anthropocène. Alors le principal débat entre les tenants de cet Anthropocène, c'est quand a commencé cette nouvelle ère. Bon, on se dirige vers un consensus sur le XXe siècle. Hein. Certains voulaient la faire remonter plus loin, mais c'est au XXe siècle que beaucoup ont constaté cette fameuse grande accélération. Hein, ils emploient des majuscules dans cette expression de grande accélération. Les autres indicateurs, bien sûr, la température, la concentration des gaz à effet de serre, les rejets de différents polluants, de différentes activités humaines. Hein, tout ça s'accélère de manière vraiment flagrante autour des années 40-50. Beaucoup veulent inclure dans le début de l'ère anthropocène la Seconde Guerre mondiale notamment. La Seconde Guerre mondiale aurait été une sorte d'entrée en fanfare dans l'Anthropocène au niveau de l'environnement. Alors, c'est en tout cas, quoi qu'il en soit, et même les opposants de l'utilisation de cette notion hein, comme ère géologique, hein, certains voudraient qu'on l'utilise uniquement comme un accident provisoire, on va dire, hein, mais de plus en plus sont convertis à l'aspect irréversible hein, des événements que nous vivons, puisque on retrouvera des traces des activités humaines très très longtemps dans le futur, si ce n'est toujours. Hein, bon, après employer ce terme à l'échelle scientifique, c'est toujours un peu périlleux, mais on pourra identifier notre époque, en tout cas, de manière scientifique, dans la stratigraphie, hein, qui est l'étude des couches de la surface terrestre, de manière évidente et indéniable. Alors je vous ai mis une réflexion d'une géographe, Sylvie Joubleau-Ferré, sur l'Anthropocène. Un nouveau cadre de pensée pour la géographie scolaire, c'est donc le document 2. J'ai choisi cet article puisque il fait écho aussi à ma profession. Est-ce qu'on doit en parler aux élèves? Dans quelle mesure? Comment? Alors évidemment, je vous le dis tout de suite, on commence à en parler aux élèves. Hein. Il ne s'agit pas d'en faire un mot tabou. C'est même dans les programmes hein, de la spécialité environnement, hein, enfin de la spécialité, pardon, histoire-géographie, qui, en terminale, un thème entier sur l'environnement. Madame Joubleau-Ferré, donc, retrace ici le débat hein, entre ceux qui, comme je vous l'ai dit, voyaient plutôt donc l'Anthropocène comme une nouvelle ère géologique en cours, et d'autres qui y voyaient plutôt un événement ponctuel. Donc vous avez les défenseurs de la thèse de l'événement, et d'autre part ceux qui ont la thèse hein, d'un point de non-retour auquel il faudrait apprendre à survivre. Alors cette vision hein, est justement pour elle quelque chose qui n'est pas catastrophiste, hein, parce qu'elle serait plus impliquante, hein, dans son troisième paragraphe, elle serait plus impliquante pour l'humanité, puisque en actant le fait qu'on a clairement identifié que la Terre a changé, il faut apprendre à faire avec et s'adapter du mieux que l'on peut à de nouvelles conditions de vie. Donc chercher d'autres manières d'habiter la Terre. Alors je m'excuse hein, parce que là, je vois que le temps passe, on n'aura pas le temps de lire l'ensemble du document, ce serait trop long. Donc bref, je souhaitais un petit peu introduire cette notion dont on reparlera certainement, ou en tout cas vous entendrez parler. Alors quel est l'état de santé de nos Pyrénées dans cette Anthropocène? Eh bien elles sont clairement en crise. Alors crise d'abord des conditions naturelles. Vous avez certainement déjà entendu parler du changement climatique. Bon, il ne fait aucun doute qu'il est documenté, établi scientifiquement, et j'ai encore discuté avec un scientifique récemment, il ne fait aucun doute
qu'il est lié aux activités humaines aussi, le réchauffement récent. Les études dont on dispose font notamment, le principal indicateur dans les Pyrénées, c'est l'enneigement, bien sûr. Et les précipitations. Là, vous avez un graphique qui relaie des études faites donc dans les Pyrénées-Orientales, à Montlouis, près de Font-Romeu, sur une centaine d'années quand même de recul. On voit bien que les dates les plus anciennes étant en bas, jusqu'à les plus récentes en haut, il y a une tendance lourde quand même de baisse des précipitations. Et sur les 20 dernières années, elle n'a fait que se confirmer. Bon, ce n'est pas l'hiver sec que nous connaissons qui va démentir, encore une fois, cette tendance lourde. Même si, évidemment, toute année est forcément un cas particulier. Vous pouvez très bien avoir, l'an prochain, en 2025, une année très humide, très neigeuse, avec 1 mètre de neige, bon, peut-être pas à Tarbes, mais à Cauterets, ce serait possible, en tout cas. Rappelez-vous, par exemple, l'hiver 2013, il y a une dizaine d'années, là on était déjà dans un contexte de réchauffement et de diminution des précipitations, et pourtant on a presque battu des records, bon, peut-être parce qu'on n'avait pas mesuré depuis assez longtemps aussi. Je fais appel au document 4 donc, que j'ai réalisé avec le site mis en ligne par Météo France et le ministère de la Transition écologique, qui a un projet qui s'appelle DRIAS. Alors, DRIAS, pour ceux qui aiment les sigles, je n'ai pas réussi à le retenir par cœur, c'est tellement compliqué. DRIAS veut dire donner accès au scénario climatique régionalisé français pour l'impact et l'adaptation de nos sociétés et environnements. Alors, il saute un mot, 2 mots sur 3. Bon, en tout cas, DRIAS, un projet ici, et c'est un outil intéressant parce qu'on peut réaliser soi-même des cartes à partir des unités par Météo France. Vous reconnaissez peut-être, pour ceux qui sont habitués, identifier pour les hauteurs de neige, on peut faire ainsi des prévisions. Donc on a en haut les observations, donc c'est ce que je vous ai mis pour la carte d'en haut. Les noms des massifs sont notés d'ouest l'affiche en bas. Vous avez le Pays Basque tout à l'ouest, un des mieux enneigés, et la Catalogne, donc les Pyrénées catalanes, le massif Cerdenne-Canigou. Alors, je vous précise que c'est à 1800 mètres d'altitude. C'est les observations à 1800 mètres. Donc là, il faut lire que entre 1976 et 2005, à 1800 mètres d'altitude, dans une saison hivernale, c'est-à-dire donc entre décembre et mars inclus, on observe en moyenne 79 cm de neige à 1800 mètres au Pays Basque. C'est une moyenne donc. Cette épaisseur donc est clairement, c'est assez édifiant. Elle devrait diminuer de moitié pour le Pays Basque. Et avec 2041, bon, c'est même pas dans 20 ans. Le gradient n'est pas forcément la moitié partout, mais pas loin. On est quasiment à une diminution de 50% de hauteur de neige attendue. Et cette hauteur attendue que je projette en ce moment, c'est avec des politiques climatiques efficaces. Un scénario qui vise à stabiliser les concentrations en dioxyde de carbone. Et vous connaissez la popularité de la politique climatique. Donc, je vous ai mis, au cas où, si on n'arrive pas à poser des politiques du CO2, eh bien, sans politique, voilà ce qu'on prévoit. Donc, seulement 28 cm de neige. Bon, dans des hivers que l'on connaît, celui qu'on connaît cette année, on y croit. On peut même presque trouver ça un petit peu optimiste, parce que et alors bon, si ce site vous intéresse, vous reprendrez les références du nom du site. Vous pouvez faire votre propre carte. On peut faire des zooms sur des massifs précis, mais en tout cas, ce qui est indéniable, c'est que le prévu ne pourra que diminuer.
Autre indicateur souvent étudié, les glaciers. Je ne sais pas si vous connaissez le Vignemale, fameux glacier d'Ossou, qui est toujours le plus grand des Pyrénées françaises, hein. Mais voilà, en 2021, il avait plus très fière allure, hein. Rien qu'au volume, hein. Au volume, on voit très bien qu'il a subi le sort de la peau de chagrin, hein. Je n'y ai pas été cet été au Vignemale. J'ai été sur le massif de la Maladeta qui faisait peine à voir aussi, hein. Le glacier où ce qu'il en restait était tout noir, là aussi morcelé, pas très épais. J'ai retrouvé un vieux modèle de crampon des années 50. J'ai pas retrouvé de corps, hein, mais bon, est-ce que ça témoigne de la fonte du glacier? Je n'en suis pas certain, mais ce qui est évident, c'est que moi-même dans ma courte vie, j'avais gravi l'Aneto en 1995. J'y suis retourné 2 fois depuis, donc en à peine 25 ans. Mes propres photos à la même période, c'est-à-dire début août, hein, permettent très la déchéance du glacier, hein. Les travaux des scientifiques, sans appel, hein, les glaciers devraient vraiment disparaître avant 2050. Et là aussi, certains étés, hein, comme le dernier qu'on vient de vivre, on se demande si c'est même pas un peu optimiste. Alors, d'autres aspects emblématiques de la nature des Pyrénées, les lacs par exemple, on se dit, là aussi, c'est un refuge que j'avais visé lors de ma précédente traversée des Pyrénées. On voit un beau lac, on se dit, ah, enfin, de l'eau fraîche et pure, je vais pouvoir presque boire dedans. Erreur à ne surtout pas commettre, évidemment. J'y ai trouvé donc de l'eau huileuse, visqueuse, trouble. Vraiment, on avait l'impression de nager dans la crème solaire. Et alors, j'ai pas vu de poisson, hein. Bon là, le lac est un peu près du refuge, hein, j'aurais dû m'y attendre aussi. Il y avait beaucoup de monde. Mais voilà, la nature des Pyrénées. Et si on veut un lac qui est près d'un refuge, très fréquenté, c'est une exception. Les scientifiques nous disent hélas que non. On a un scientifique donc, qui s'appelle Dirk Schmeller, qui a étudié les lacs, pour certains parmi les plus inaccessibles, et il est catégorique, y compris dans les lacs les plus élevés. Et les lacs, hein, ont une empreinte laissée par l'homme vraiment considérable, hein. Lui, il a étudié particulièrement le phénomène de verdissement des lacs. Beaucoup de lacs sont de plus en plus verts, vous l'avez peut-être constaté. C'est lié effectivement à des algues. Et alors, ils ont entrepris, ici c'était en Catalogne, l'élimination de certains poissons. Et en éliminant les poissons, ils ont démontré qu'on arrive à retrouver en quelques années une certaine couleur bleue. Alors bon, poisson ou algues, il faudra choisir peut-être. Je ne sais pas si vous êtes pêcheur, mais vous savez aussi, si vous l'êtes, que les poissons ne sont pas si naturels que ça dans les lacs des Pyrénées, puisqu'ils sont régulièrement alvinés. Donc là aussi, on est loin de la nature totalement sauvage, hein. Donc, l'environnement pyrénéen, sa nature est très vulnérable. Ça, c'est une évidence. Alors, plus que dans d'autres montagnes, c'est vraiment très difficile à démontrer, hein. On a moins de glaciers que dans les Alpes, donc ça s'effondre peut-être moins. Mais on aura clairement des montagnes plus chaudes et plus sèches, avec des risques accrus, hein. Alors, j'ai pensé peut-être que certains se le sont dit, hein. Souvent, quand on pense à l'environnement, on pense aux risques. Je pense que si il m'est donné de continuer à enseigner avec vous, je fais une séance spécifique sur les risques. Ça aurait été vraiment trop long si j'avais dû faire une partie aussi spécifique, hein, sur les risques. Alors cette crise environnementale, par contre, se double d'une crise anthropique, une crise des conditions anthropiques, pardon, dans les Pyrénées. C'est peut-être ça la spécificité des Pyrénées, peut-être plus qu'ailleurs, puisque je voulais démontrer, elles ont été marquées par l'agro-pastoralisme. Certains disent l'agro-silvopastoralisme, exploitation donc des terres, des forêts et de troupeaux.
Et là, il y a clairement un effondrement de cette société agro-silvopastorale, hein, ce que les scientifiques du Géode appellent le grand bouleversement, ce que Bernard Charbonneau appelle la grande mue des Pyrénées, de nos montagnes. Assez facile à constater, hein, dans les dynamiques paysagères. Beaucoup de scientifiques l'ont étudié. Donc là, on a par exemple, hein, des chercheurs qui ont étudié l'Ariège, le Haut-Vic de Sos. Il paraît qu'on dit Vic de Sceaux en Ariège. Je vis en Béarn depuis une trentaine d'années. On m'a dit qu'on prononçait tout par ici. Et donc, je me suis adapté à la coutume locale. Et donc, vous avez peut-être fait ces constats vous-même. L'enfrichement, c'est partout. Dès qu'on trouve une vieille carte postale, parfois on est vraiment édifié par ce qu'on constate aujourd'hui. On peut très bien le voir, ça, dans des vallées de Bigorre ou du Béarn, hein, des Soulas, notre très entretenu, avec un parcelle, bien des prairies et des cultures très entretenues, mangées donc par une nouvelle forêt. Jean-Paul Métayer. Donc des dynamiques forestières très actives. Oui et non, les amoureux des arbres le feront bien sûr, mais je vous rappelle que, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous promener dans ces nouveaux bois. Bon, souvent c'est infesté de tiques, de ronces, c'est plutôt un maquis impénétrable, pleine donc d'épines, de fougères, de chevreuils et de sangliers aussi. Et donc bon, c'est pas beaucoup d'habitants de ces vallées considèrent que la montagne se salit. Alors du coup, certains mettent le feu pour essayer de rétablir la propreté, et qu'est-ce qui se passe? Incendie. C'est ce qui se produit à de nombreuses reprises, quasiment chaque année. Je vous rappelle que c'est allé jusqu'au drame il y a une vingtaine d'années. Certains peut-être connaissent au Pays Basque le village d'Esterensoubi en 2000. Oula. Je vais y arriver à me mettre par terre. En 2000, à Esterensoubi, 7 personnes ont trouvé la mort quand même. 7 personnes mortes. Alors pas le jour même, beaucoup sont morts des suites de leurs blessures ou de leur intoxication à cause d'un écobuage non maîtrisé. Et là, voilà, les experts ont clairement démontré qu'on était dans une nature complètement gagnée par la friche, avec des fougères partout, des bois pas entretenus depuis des années. Quelqu'un s'était donné pour mission de nettoyer la montagne et malheureusement des randonneurs se trouvaient là et y ont laissé leur vie, quoi. Donc espérons que ce genre de drame ne se reproduira plus, mais il y a déjà eu quand même d'autres morts, hein, depuis une vingtaine d'années, alors pas autant, mais il y en a déjà eu quand même. Alors il est facile aussi, je ne sais pas si vous connaissez le site Géoportail, qui propose les cartes de l'Institut géographique national, mais aussi de nombreuses ressources comme les photos aériennes. Vous pouvez voir sur votre village ou votre vallée préférée les photos aériennes de 1950. Et rien que dans cet intervalle de temps, 1950 jusqu'à aujourd'hui, on peut être édifié, hein, par le changement. Regardez, là c'est le même village que j'avais montré sur la photographie, donc là en 1950. Et là, récemment, bon, la photo est un peu sombre, mais on voit très bien, hein, si je reviens en arrière, le progrès de la forêt, c'est vraiment indéniable. C'est pour ça que je vous ai mis un tableau donc en document 3, réalisé pour l'Ariège, hein, pour l'Ariège uniquement, mais on peut généraliser à quasiment toute la chaîne, hein, côté nord surtout, qui surface boisée. Alors je suis désolé, je n'avais pas d'imprimante couleur à disposition. Vous avez les couleurs au tableau pendant quelques secondes, si vous voulez repasser avec votre fluo. Vous constatez, hein, que c'est surtout en fait sur ce qu'on appelle la moyenne montagne, hein, ou les fonds de vallée. Donc moyenne montagne, c'est les zones de versant en orange, donc c'est-à-dire la courbe la plus haute, qu'on a les progrès les plus significatifs. Les zones d'altitude qui sont tout en bas, bon, il y a une progression. Alors si on était en pourcentage de progression, on a un coefficient d'accélération très fort, hein. Si on passe de 2% à 10, potentiellement ça a été multiplié par 5. Mais bon, pour l'instant on reste à un degré
d'enfrichement des zones d'altitude relativement légers en valeur absolue. Donc, une crise des conditions anthropiques. Alors, j'avais d'autres exemples, hein, mais qui montrent un peu tous la même chose, qui font allusion. Autre crise des conditions anthropiques, à la disparition de l'industrie. Hein. Les Pyrénées sont un environnement marginal aujourd'hui dans la logique de la mondialisation et du capitalisme contemporain. Les Pyrénées ne sont pas très rentables et chaque usine n'a pas forcément un Jean Lassalle prêt à faire grève de la faim pour la défendre. Donc vous savez tous que beaucoup ont fermé. Même s'il y a quelques résistances, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques, hein, dans l'aéronautique, mais on a aussi une crise donc de l'industrie, y compris l'industrie traditionnelle. Donc crise des espaces naturels, crise des conditions typiques, un environnement donc assez mal en point, assez mal mené, qu'il importe quand même de valoriser. C'est l'objet de ma dernière partie. Mais, comme je vous le suggère, on est dans le défi, voire au-delà. Comment arriver à contenter tout le monde et à trouver cette fameuse voie d'équilibre que tout le monde cherche? Puisqu'évidemment, il y a toujours des logiques de marchandisation dans cette montagne pyrénéenne. Alors, excusez-moi, je change de diapo, là. La marchandisation de la montagne est une réalité persistante, hein, comme je vous l'ai écrit sur mon plan. Vous avez parlé du récent projet de méga scierie à Lannemezan. Alors il a été abandonné, mais ça montre que des industriels sont toujours prêts à miser sur les ressources de l'environnement pyrénéen. L'environnement pyrénéen tient encore des ressources qui, dans certaines conditions, peuvent être très rentables et faire l'objet d'exploitations marchande. Alors évidemment, la principale, alors il y a aussi les ressources d'énergie, c'est très à la mode, notamment dans une perspective environnementaliste. Donc pour l'instant, c'est surtout dans le Piémont qu'on voit la mise en place d'exploitation d'énergie renouvelable. Ici, vous avez dans le bassin de Lac une nouvelle usine qui va produire donc de l'e-méthanol, mais qui suppose qu'on exploite du bois pyrénéen et des eaux qui viennent des bassins hydrographiques, évidemment descendant des montagnes. Et évidemment, le principal agent de la marchandisation des montagnes, maintenant, c'est le tourisme. Donc là, il y a encore beaucoup de projets, hein, particulièrement côté espagnol et andorran. Hein. J'ai ici l'exemple d'une extension. Alors, je vous parlais du massif du Parlars. Voilà notre allusion à ce massif. Hein. Baquera-Béret, la station phare du Val d'Aran, va s'étendre. Donc je ne sais pas ce qu'ils pensent de l'hiver et de son enneigement actuellement, mais c'est acté, ils l'ont promis. Hein, et l'objectif, hein, c'est le million de skieurs de développement chiffré avec rentabilité, finalement observé comme dans l'ancien monde, hein, dans l'ancienne ère géologique, sans vraiment... alors, ils vont dire qu'ils tiennent compte de l'environnement désormais, hein, qu'ils prennent des mesures, qu'ils font ça dans le respect de la nature, mais on est parfois à la limite de ce qu'on appelle le greenwashing. Vous avez peut-être entendu cette expression. Pratique fréquente donc chez ceux qui veulent trouver de nouvelles marges de croissance dans une économie soi-disant verte. Alors au final, le Pyrénéen est un homme très conflictuel, puisque il est très facile de trouver des exemples où des militants se mobilisent et arrivent à faire échouer des projets. On a l'exemple de la Syrie qui a été globalement abandonnée suite à la mobilisation de différentes associations. Vous avez beaucoup d'exemples récents. J'ai notamment près de chez vous, hein, vous avez peut-être entendu parler au sein de la mobilisation contre la méga porcherie,
En Vallée d'Or, vous aviez une mobilisation contre l'extension de Pyongyali. Vous aviez une mobilisation, il y a maintenant presque 20 ans, bon 15 ans pardon, contre la TCP, la traversée centrale des Pyrénées. Donc, alors, est-ce que les Hautes-Pyrénées sont une terre de militants écolos? À la lumière de tous ces exemples, je ne sais pas. Mais en tout cas, voit-il que de nombreux projets y ont échoué. J'ai un exemple ariégeois ici, à Salò, ils voulaient reprendre une mine. Donc vous savez peut-être qu'à la frontière avec l'Espagne, hein, il y a encore des vestiges importants hein, au port de Salò. Là aussi assez surprenant. À 2400 mètres d'altitude et on trouve des bâtiments en ruine assez impressionnants. Et donc il y avait un projet de reprise qui a échoué suite à la mobilisation. Et alors quand on évoque des choses comme l'ours, là il est très facile de se fâcher et de toucher du doigt le conflit. Bon, je ne vous fais pas un dessin, mais vous avez peut-être déjà constaté les tensions à propos d'un tel sujet. Alors, un clin d'œil récent à nos amis agriculteurs, à Pau, dans la montée vers le boulevard des Pyrénées, l'écologisme tue le pastoralisme. Donc je pense que là, il y a une personne avec laquelle on pourrait avoir un excellent débat sur l'avenir de l'environnement pyrénéen, en espérant qu'il ne se fâche pas trop à la moindre énonciation d'une idée un peu différente de la sienne. Alors il y a des projets aussi qui tombent faute de moyens financiers, faute de volonté politique aussi. Hein. Il n'y a pas que les mobilisations d'écolos, hein. Il y a aussi des réalités économiques. Même du point de vue du capitalisme, investir dans une station qui va couler faute d'enneigement, bon, finalement, l'environnement a un prix. Hein, certains parlent de services écosystémiques rendus par l'environnement, et beaucoup de managers sont intéressés pour chiffrer et quantifier ça. On essaye d'essayer de valoriser à long terme, dans une nouvelle perspective du capitalisme, hein, de chiffrer la valeur de ces services rendus par l'environnement. Alors qu'est-ce qu'on peut entrevoir pour l'avenir rapidement? Est-ce qu'on va miser sur la qualité? Peut-être, ce serait très positif si, en tout cas c'est très populaire, ça ne fait pas souvent polémique, en tout cas très rarement, en tout cas moins que les méga porcheries, par exemple quand on reprend le port Nord de Bigorre. Donc toutes les appellations d'origine protégée, les appellations d'origine contrôlée, etc. sont assez populaires auprès des Français. La barrière reste évidemment le prix d'achat pour les consommateurs, mais c'est une perspective possible. Les réintroductions aussi, au niveau de la protection de l'environnement, bon, on est dans quelque chose d'assez politique là aussi, hein. Qu'est-ce qu'on fait face à l'environnement? Est-ce qu'on conserve ce qui est ou est-ce qu'on intervient pour rétablir ce qui a été? Philosophiquement, c'est insoluble, mais le parti est pris là. On s'engage dans une reconstruction d'un environnement. Donc évidemment, le côté sauvage, il a quelque chose de bancal, mais on va peut-être le retrouver, en tout cas. Les énergies renouvelables aussi, elles ont évidemment le vent en poupe. Alors j'ai pas encore parlé d'éoliennes, mais le soleil, vu la qualité de son rayonnement, on se doute bien qu'on peut l'utiliser. Même le parc national des Pyrénées s'y engage. Alors évidemment, tout est une question de mesure, parce que si vous dérivez des toits des particuliers à ceux-ci qui émont, j'ai pas trouvé d'exemple dans les montagnes françaises, mais en Andorre, ils ont déjà testé, ils s'y mettent, donc ils se vantent d'être un territoire qui fait office de laboratoire pour des fermes solaires du futur. Alors est-ce que nos vont se couvrir de gigantesques fermes solaires comme les Espagnols savent si bien en faire? Ça, pour l'instant, ça n'est pas dans les Pyrénées, mais est-ce que c'est la perspective pour le futur? Ou ça, par contre, c'est déjà dans les Pyrénées. Vous avez déjà passé les hauts plateaux de l'Aragon. Près de Raca, de Sabignanigo, on voit souvent des éoliennes de ce type. Est-ce qu'on en voudrait en haut du Pibest, en haut du Montaigu?
Autre perspective, la montagne payante. L'environnement c'est fragile, donc seuls les plus riches peuvent y entrer. Donc on met des parkings payants partout et on filtre avec le prix. Donc là c'est une tendance lourde qui s'observe quasiment partout dans le monde. Est-ce que nos Pyrénées sont concernées? Alors déjà oui, un petit peu. Je vous rappelle que pour dormir en haut du pic du Midi Bigorre, hein, c'est plusieurs centaines d'euros la nuit, hein. C'est pas donné à tout le monde. Et vous avez vu que partout, les parkings deviennent payants dans des vallées de plus en plus nombreuses. Donc voilà un aperçu de ces quelques perspectives qu'on reprendra dans la conférence suivante, puisqu'on parlera plus spécifiquement du tourisme. Hein. Donc en conclusion, donc je ne vais pas m'étendre puisque le temps est passé sur la reprise de tout ce que j'ai vu. Je vous suggère deux citations de personnages très opposés, puisque l'un, Robert Casadebé, c'est peut-être le maire de la Reims, et l'autre, Henri Russell, donc visiteur étranger mais amoureux des Pyrénées s'il en est. Si on veut bien vivre, dit Robert Casadebé, dans les territoires qui sont les nôtres, l'environnement dans lequel on évolue se respecte. Il y a des droits, mais il y a bien évidemment des devoirs. Et il y a toujours une présence humaine responsable, celle des Valéens, celle des gens qui vivent là tout au long de l'année pour accueillir ces personnes qui viennent pour consommer, pour profiter. Donc responsabilité et droits et devoirs vis-à-vis de l'environnement. Henri Russell se fait plus rêveur, peut-être un peu à mon image quand je traverse les Pyrénées. Si j'ai presque déifié la nature, si je l'ai trop aimée, j'ai du moins une excuse, c'est que jamais elle ne m'a fait verser de larmes et je n'en puis pas dire autant des hommes. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.